Le syndrome de la page blanche, sûrement la hantise de tout artiste. Alors comment faire face à ce fléau qui touche même les artistes les plus talentueux? Malheureusement pour moi, je n'ai pas la solution, et c'est un peu problématique vu qu'au moment où j'écris ces quelques lignes, je suis en pleine panne d'inspiration. Rien n'y fait, aucun sujet ne m'inspire réellement. Bon, pas le choix, je dois faire en sorte de me débarrasser de cette mauvaise spirale, de cette mauvaise atmosphère. Et face à ça par contre, j'ai ma solution. En cas de mauvais mood, quand je veux pouvoir m'évader un peu, j'ai mon remède musical imparable à me mettre en boucle. Donc bougez pas, je m'en vais m'écouter ça et je vais faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire raconter des histoires. Et ça tombe bien, je pense que je viens de trouver un sujet. Il y a de ces musiques qu'on pourrait qualifier comme nos musiques de rêve. Que ce soit car ces musiques nous racontent exactement ce qu'on a besoin d'entendre à un moment précis, que ce soit car nos artistes préférés ont décidé de collaborer ensemble, ou encore que ce soit tout simplement notre chanson préférée of all time. Mais ici, pour le morceau en question, on peut le qualifier ainsi car c'est littéralement le cas. C'est mot pour mot une musique de rêve. Car c'est dans son rêve qu'un certain Paul McCartney, bassiste et chanteur du groupe emblématique de rock The Beatles, entend pour la première fois les notes du morceau qui sera la chanson la plus reprise de l'histoire et l'un des plus grands succès du groupe britannique qui n'est nul autre que Yesterday. Cette illumination survient au 57 Wimpole Street à Londres, dans la maison familiale des Asher où Paul vivait avec sa petite amie de l'époque et actrice anglaise Jane Asher et ses parents. Un matin, Paul se réveille avec une belle mélodie en tête. Il se précipite directement sur le piano se trouvant à la droite de son lit pour la jouer par peur de l'oublier. Lui qui trouvait cette mélodie tout simplement géniale. Assis devant son piano, il compose donc les accords de ces notes tout droit venus de son rêve. Sol, Fa dièse mineur, Si et Mi mineur. Seul léger problème dans cette histoire, c'est que Paul n'arrivait pas à croire que cette création vienne de son imaginaire. Il était persuadé de ne jamais avoir composé un air comme ça avant, et donc ne cessait de se demander d'où cette mélodie pouvait bien venir. Il craignait surtout de s'être fait berner par son subconscient et de plagier une autre chanson. Pour en avoir le cœur net, Paul ne cessera de jouer l'air de ce qui deviendra Yesterday pendant un mois à toutes les personnes de l'industrie musicale qu'il croise. Mais la réponse est unanime, personne n'a jamais entendu un morceau comme celui-ci. Finalement, Paul se dira la réflexion suivante. C'est devenu comme remettre quelque chose à la police. Je pensais que si personne ne le réclamait, alors quelques semaines après, je l'aurais. Son subconscient ne lui aura donc joué aucun tour. Au contraire, il lui aura offert les notes de l'un de ses plus grands succès. Pour finir sur la création de Yesterday, il faut savoir que de base la musique s'appelait Scrambled Eggs, donc œufs brouillés en français, qui était une vanne entre les membres du groupe lorsqu'une musique n'était pas totalement écrite, il remplaçait les paroles alors par Scrambled Eggs, et ici il ne manquait plus que le titre avec sa présence dans la chanson, vu que Paul avait déjà écrit toutes les paroles. Le groupe avait convenu qu'un seul mot conviendrait, mais impossible de trouver le bon. Puis un beau jour, nouvelle illumination de Paul McCartney, mais cette fois éveillé. C'est lors d'un voyage au Portugal que sur la route, Paul, ne pouvant pas dormir, réfléchit à cette musique, et va enfin trouver le mot tant attendu, Yesterday. Idéal pour lui d'ailleurs pour l'exercice des rimes, une terminaison assez simple pour trouver des mots s'intégrant facilement. Au niveau de l'arrangement, on retrouve Paul McCartney en solo vu qu'aucun des membres ne trouve d'intérêt à rajouter de leur talent à la batterie et à la guitare au morceau, et on poussait Paul à le faire tout seul. Enfin seul, quasiment. George Martin, le producteur du groupe, a eu l'idée de rajouter des cordes dans le morceau. Dans un premier temps réticent à l'idée par peur d'être ringard, Paul accepte au final. Un quatuor à cordes est donc ajouté lors de la session d'enregistrement, et c'est ainsi que ce morceau issu du rêve de Paul à la base voit donc finalement le jour. She wouldn't say I said something wrong. Now I long for yesterday. Peut-on être inspiré en tant qu'artiste quand l'art que nous produisons nous dégoûte? On est en 1965 et à la suite d'une tournée en Angleterre, Bob Dylan est juste dégoûté du métier. Il ne supporte plus d'entendre ses chansons, il n'en peut plus de son public qu'il adule lui et ses textes alors que lui les déteste, il en arrive même à un point où il pense mettre fin à sa carrière. Pour soigner ce spleen qui le suit, il décide de partir se réfugier dans une maison à Woodstock accompagné de sa femme Sarah. C'est là-bas qu'il entame sa guérison en faisant ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire en écrivant. Il décide de sortir tout ce qu'il a sur le cœur, instinctivement tout lui vient en tête. Tout son malaise ressort d'une façon qu'il décrira lui-même comme le fait de vomir son mal-être.
C'est pas loin de 10 à 20 pages qui sortent de lui ce jour-là. À ce moment-là, il n'a absolument pas prévu d'en sortir une musique. Le texte prenait plus la forme de prose d'un poème qui avait juste pour but de l'apaiser, de le libérer de sa frustration. Mais c'est avec une mélodie en tête qui lui viendra qu'il décide d'en faire une chanson. Ce texte a vraiment eu un effet salvateur pour lui. Salvateur car tout a changé pour lui à ce moment-là, il avait redécouvert une raison de continuer à utiliser sa voix, mais salvateur aussi pour une toute autre raison. Il faut savoir qu'en 1965, à cette époque-là, Bob Dylan est vu comme le roi de la folk, la figure de proue de ce style musical. Mais lui, ce style, il en veut plus vraiment. Ça fait déjà quelques temps qu'il observe autour de lui le monde de la musique évoluer, se diversifier, s'enrichir, notamment avec l'arrivée du rock, avec comme tête d'affiche les Beach Boys ou encore les Beatles. Et lui, Bob, il est fan de rock et de ce côté électrique dans ses chansons. C'est donc tout naturellement qu'il effectue doucement une transition du folk au rock. Dans son 5e album Bringing It All Back Home, paru le 22 mars 1965, avec une moitié de chansons folk et une autre moitié rock, qui sera très mal vue par beaucoup qui étaient habitués et qu'il préférait donc dans son style habituel, la folk. La transition se transformera en une rupture complète avec la folk et donc une partie de son public avec la sortie de son single Like a Rolling Stone le 20 juillet 1965, qui figurera sur son 6e album 100% rock, Highway 61 Revisited. 5 jours après la sortie de sa musique, Bob Dylan interprète pour la première fois son nouveau morceau au Newport Folk Festival, véritable rendez-vous incontournable pour tout fan de folk. Lui qui avait l'habitude d'être adulé ici va recevoir un accueil bien plus mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. Bob performera sous les huées et sifflets du public, plus que réticent et médisant à son nouveau style musical. Un fan ira même jusqu'à le traiter de Judas alors qu'il est sur scène. Pete Seeger, véritable figure emblématique de la folk, dira même avoir voulu, entre gros guillemets, couper les câbles à la hache pour mieux entendre les paroles de Bob Dylan, étouffées par la distorsion des instruments. Ce que le technicien lui aurait répondu que cet effet était voulu par les musiciens et surtout par Bob Dylan. Pour Bob Dylan, ce jour-là et ce morceau-là marquent pour lui la fin d'une ère, mais aussi le début d'une autre. La musique peut-elle guérir toutes les blessures, même les plus douloureuses? Difficile d'avoir une réponse universelle, selon de la sensibilité et de la personnalité de chacun, j'imagine. Mais une personne qui pourrait nous renseigner à ce sujet-là, c'est sûrement le guitariste et chanteur Eric Clapton, qui a vécu le drame que redoute tout parent, la perte de son enfant. On est le 20 mars 1991 et Eric séjournait dans un hôtel à New York et se préparait pour aller chercher son fils Connor chez sa petite amie de l'époque Laurie Del Santo afin de passer une journée ensemble. Au programme, déjeuner entre père et fils et visite du zoo de Central Park. Cette petite journée en famille tournera malheureusement au pire jour de sa vie. Sur le point de partir de son hôtel pour retrouver son fils, Clapton reçoit un appel de Laurie en hystérie lui disant que leur fils était mort. À l'écoute de cette triste nouvelle, il n'arrive pas à y croire et se précipite à l'immeuble où à son arrivée il y trouve des ambulances et des camions de pompiers à l'entrée. À ce moment-là, Eric décrit la situation comme l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais malheureusement pour lui, c'était bien réel. Il venait de perdre son fils de 4 ans à la suite d'une chute accidentelle du 53e étage. Une fenêtre avait été laissée ouverte par inadvertance à cause de travaux de conciergerie dans l'appartement. Lors de cette triste épreuve, Eric Clapton décide de prendre une pause de plusieurs mois loin de la musique et de ses projecteurs. Ses déplacements se contentent à des allers-retours entre l'Angleterre et Antigua, où il assiste à des réunions de sobriété tout en cherchant du réconfort auprès de sa guitare. Et c'est là où la genèse de Tears in Heaven, une chanson en l'honneur de son fils, a pu avoir lieu. Lui qui avait connu par son passé des excès avec la drogue et l'alcool en devenant accro à ces substances, avait fait le choix de tout stopper à la nouvelle de la naissance de Connor. Malgré le décès de son fils, il poursuivra ce choix de vie afin d'honorer sa mémoire. Cette fameuse chanson écrite pour son fils Connor revient en scène lors d'un projet de bande originale pour le film Rush de la réalisatrice américaine Lily Finney Zanuck. Eric Clapton était en charge avec Will Jennings, un grand auteur-compositeur de musique de film qui a notamment fait My Heart Will Go On avec Céline Dion pour le film Titanic, de produire une chanson pour le film américain. Une première chanson intitulée Help Me Up avait été écrite pour la fin du film. Mais Eric a vu un autre endroit dans le film pour une chanson et il a dit à Will « Je veux écrire une chanson sur mon garçon ». Et c'est là qu'il a proposé son morceau Tears in Heaven. Le premier couplet était déjà écrit par Eric, et il souhaitait écrire la suite avec Will.
Will, un peu gêné au départ, lui dit que ce texte était tellement personnel qu'il devrait tout écrire lui-même, mais Eric insista en lui disant qu'il était fan de son travail et qu'il serait flatté qu'il écrive la suite avec lui. Malgré la sensibilité et la délicatesse du sujet, Will accepta et dira même que cette expérience restera unique dans sa carrière pour lui. Clapton était d'abord dubitatif à la sortir, mais Lily Zanuck, la réalisatrice, l'a convaincu en lui disant que cela pourrait d'une manière ou d'une autre aider quelqu'un. Cette chanson, initialement destinée à être la bande originale du film Rush, dépassera le cadre du film et prendra une toute autre dimension. Tears in Heaven arrivera à la 2e place du classement Billboard et connaîtra un encore plus gros succès avec le concert MTV Unplugged d'Eric Clapton qui sortira en un album live et se vendra à plus de 26 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui vaudra à Eric 3 Grammys Awards. Aujourd'hui, Eric Clapton ne chante plus Tears in Heaven en concert, se sentant en paix avec cette perte et qu'il souhaitait tourner la page, ne voulant plus ressentir les mêmes sentiments qu'il avait quand il a écrit cette chanson. Le plus beau dans l'histoire avec cette musique, c'est que celle-là, Eric Clapton l'a avant tout fait pour lui, pour essayer de guérir de ce terrible drame. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en plus de l'aider, il en aidera tant d'autres au passage. Me voilà arrivé à la conclusion de la vidéo et je me retrouve un peu comme à l'introduction, à devoir chercher ma meilleure inspiration pour terminer d'une belle façon. Alors certes, je n'ai peut-être pas le talent ou la plume d'un Paul McCartney, d'un Bob Dylan ou encore d'un Eric Clapton, mais en soi c'est pas grave, j'ai la mienne de plume. Et puis j'ai bien l'impression que la mission est réussie. Ma page blanche s'est bien remplie, non sans difficulté je dois l'avouer, mais lorsqu'on entend les histoires précédentes, j'ai bien l'impression que ça arrive même au meilleur. Alors à la réponse de comment se libérer de la page blanche, peut-être que la solution c'est juste d'écrire tout et n'importe quoi, ce qui nous passe par la tête, que ce soit pertinent ou non. Et un beau jour, que cela vienne naturellement ou sur une illumination, peut-être que tout prendra forme, peut-être que votre histoire prendra sens à vos yeux, et aux yeux du monde entier. Alors sur ce, moi, je vais vous laisser, et je m'en vais écrire.